autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Petro-Ivoire, faisant route ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité. Ce soir, on s'intéresse aux prochaines étapes du processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Plus que 3 jours avant la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle ivoirienne, semaine décisive pour le Conseil constitutionnel. L'institution judiciaire en charge de l'examen des dossiers des prétendants au fauteuil présidentiel devra analyser, tant sur la forme que sur le fond, la soixantaine de dossiers retenir ceux conformes aux exigences du code électoral. On en parle évidemment dans la première partie de cette émission avec nos invités. Autre fait majeur de l'actualité, toujours en lien avec le processus électoral en cours, la date de la campagne pour la présidentielle du 25 octobre prochain. Annonce contenue dans un décret signé le 30 juillet dernier par le chef de l'État. Un autre fixe le nombre de bureaux de vote sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur. Analyse et décryptage également à suivre. Voilà pour le sommaire avec moi en plateau ce soir pour conduire ce débat, pour l'animer et donner leur point de vue. Arsène Nenebi, il est président de l'ONG Juris Academia, spécialiste en droit international, public et en droit de l'homme, enseignant en droit public à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Bonsoir et bienvenue docteur. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Très bien, merci. Très bien, très heureux de vous retrouver, ça faisait un moment. Plaisir partagé. Merci d'être là, merci beaucoup. Maître Guaméné, vous également, ça fait un moment qu'on vous avait pas vu, président de l'association Avocats Ivoiriens pour les droits de l'homme à IDH. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Vous allez bien? Super bien. Merci d'être là. Merci. Merci d'être de retour sur le plateau de NCI 360. Docteur Adiolo Christian, vous êtes juriste enseignant en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Tout va bien? Vous étiez avec nous dimanche dernier, merci d'être là ce soir encore. Professeur Hyacinthe Nogbou, vous êtes titulaire des universités au département de philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, par ailleurs analyse politique, université Alassane Ouattara de Bouaké plutôt. Autant pour moi, bonsoir et bienvenue professeur. Bonsoir Ali. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Merci d'être là, merci beaucoup. Docteur maître de conférence, Rignima Ouandé Armand, vous aurez compris pourquoi je fais cette précision. Lors de notre passage dans la quotidienne info, vous êtes maître de conférence à l'université Alassane Ouattara, département de philosophie. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir Ali. Vous allez bien? Bien, très merci bien. D'être là, merci beaucoup. Merci. Enfin, docteur Kamena Arthur Yoboué, vous êtes consultant, sociologue du politique et de l'intégration. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, monsieur Diaz. Tout va bien? Dieu merci. Merci d'être là, merci beaucoup. On espère également que nos téléspectateurs et internautes, toujours aussi nombreux à nous suivre, sont bien installés. On va s'intéresser tout de suite, messieurs, au tout premier sujet. Je le rappelais à l'entame de cette émission, plus que 3 jours avant que le Conseil constitutionnel ne livre la liste définitive des candidats à la présidentielle. C'est donc une semaine décisive qui s'ouvre pour l'institution et la Côte d'Ivoire en général. L'institution judiciaire en charge de l'examen des dossiers des prétendants au fauteuil présidentiel devra analyser, tant sur la forme que sur le fond, la soixantaine de dossiers et retenir ceux conformes aux exigences du code électoral. Je vous propose, messieurs, de suivre ce sujet de Pierre Dipomelin et on en parle juste après. Le Conseil constitutionnel, après délibération, rend ce jour la décision dont la teneur est la suivante. Le 10 septembre 2025 sonne pour les Ivoiriens comme la date de proclamation d'un résultat d'examen très attendu. Le Conseil constitutionnel, dont le verdict est sans appel, donnera en effet la liste définitive des candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 25 octobre 2025. L'institution judiciaire a la lourde charge d'éplucher et analyser à la lumière des critères d'éligibilité de chaque dossier de la soixantaine qui a été transmise par la commission électorale indépendante. Au nombre de ces dossiers de candidature, ceux de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam, respectivement président du PPACI et du PDCI-RDA. Ces 2 candidats ont une chose en commun, ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Une situation qui ne manque pas de raviver les tensions à quelques jours du verdict sans appel du Conseil constitutionnel. Un débat est même né dans la masse populaire, mais aussi au sein des juristes sur l'opportunité d'une candidature des personnes non inscrites sur la liste électorale. En tout état de cause, il appartient au Conseil constitutionnel de trancher. En attendant, tous les regards sont rivés mercredi prochain sur Chantal Camara, la présidente de l'institution.
Monsieur, on l'a dit, c'est une semaine décisive qui s'ouvre dès demain, parce qu'au cours de cette semaine, mercredi précisément, le calendrier fait état de ce que le Conseil constitutionnel doit prononcer, doit proclamer, doit livrer la liste des candidatures retenues. Quels sont les enjeux pour vous, pour cette semaine décisive qui commence? Je rappelle qu'on a plusieurs juristes sur le plateau ce soir. On va commencer par qui? Maître Gouamene, on commence avec vous. Allez-y. Écoutez, les enjeux sont grands parce que le Conseil constitutionnel a pour mission principale, au-delà de contrôler donc la constaté des lois avec le bloc constitutionnel, de surveiller également la régularité des élections nationales, notamment présidentielles et législatives. Et dans le cas des élections présidentielles, il appartient donc au Conseil constitutionnel de détacher, sinon de mettre en mouvement donc les règles applicables à ces élections-là et de déterminer la liste définitive des candidats à cette élection. Et donc c'est une semaine définitive parce qu'il y a beaucoup de suspicions, beaucoup de supputations, beaucoup de commentaires sur la régularité de certaines candidatures, sur l'éligibilité de certaines personnes. Donc, véritablement, c'est une semaine décisive et pour le Conseil constitutionnel, mais également pour la Côte d'Ivoire. Absolument, on l'a dit à l'entame de cette émission. Docteur Nenebi, c'est à vous. Comme l'a dit Maître Gouamene, cette semaine s'annonce effectivement décisive. Décisive d'abord pour les partis politiques qui ont présenté des candidats, décisive pour les candidats indépendants et décisive également pour la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les personnes candidates à l'élection présidentielle, il s'agira pour le Conseil constitutionnel de voir si ces personnes remplissent les conditions requises qui sont contenues à la fois dans la Constitution et le Code électoral. Et après coup, le Conseil constitutionnel va donc proclamer la liste définitive des personnes définitivement qualifiées pour participer à la compétition électorale. Docteur Adielou. Merci, M. Diarra-Souba, pour la parole. Je voudrais d'abord situer le cadre juridique du Conseil constitutionnel. C'est une institution qui est prévue par notre Constitution, notamment les articles 126 à 138 de la Constitution, mais également qui est par une loi organique, la loi numéro 2022, 222 du 25 mars 2022, qui organise son fonctionnement, ses attributions, etc. etc. La Constitution nous dit que c'est un organe indépendant et impartial. Donc, parmi les attributions du Conseil constitutionnel, nous avons cette mission-là, cette attribution-là de statuer sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. C'est cela. C'est donc à bon droit que le Conseil constitutionnel va se prononcer la semaine à venir. Je voudrais aussi dire que, conformément à l'article 51 de la Constitution, on constate que le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante sont... Non, la Constitution et la Commission électorale indépendante sont en concurrence pour l'organisation... Vous voulez dire peut-être la Constitution et le Code électoral? Oui, la Constitution et le Code électoral, c'est ça, sont en concurrence pour ce qui concerne l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Toutefois, on constate qu'il y a eu déjà un Quand premier vous dites débat... en compétition, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que les deux... On a la Constitution qui prévoit les grands principes d'organisation de l'élection et on a le Code électoral qui met en œuvre les différentes modalités. Oui, ça j'entends bien, mais quand vous dites compétition, c'est comme s'il y en a un qui a une prééminence. Non. D'accord. Non, donc ce sont les deux textes sur lesquels on s'appuie pour organiser les élections. Ce sont les deux textes sur lesquels on s'appuie pour organiser les élections. Toutefois, il y a eu une petite polémique que je voudrais relever. Bien sûr, parce que l'article 127 de la Constitution nous dit que le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité, publie la liste 15 jours avant le premier tour du scrutin. Quand on se réfère à l'article 56 du Code électoral, là, on nous parle de 45 jours. On nous parle de 45 jours. La question est de savoir si il y a une conformité ou il y a un problème. En vérité, il n'y a aucun problème. Le délai de 15 jours donné par la Constitution est un délai minimal. Le délai de 45 jours est un délai maximal. C'est comme si on nous disait que le SMIC est fixé entre 75 000 francs et 150 000 francs. Si vous donnez 100 000 francs à votre employeur... Vous êtes dans la fourchette? Voilà, vous êtes dans la fourchette. Mais si vous êtes en deçà, là, en ce moment, il y a un problème. Ça a un avantage, permettre aux candidats de
d'être fixé rapidement sur le sort. Mais le deuxième avantage aussi, c'est qu'il permet aussi à la commission électorale indépendante de se préparer quant à l'affichage quant à la production des bulletins, puisque conformément à l'article 22 du Code électoral, il appartient à l'État de prendre en charge les bulletins, l'affichage, etc., etc. Donc, plus ils auront le temps, ils auront la possibilité de se préparer. Très bien. Voilà. Docteur Kamenan? Oui, M. Djerasouba, je note que vous avez signifié que c'est une semaine décisive. Tout à fait. Pour l'ensemble de la classe politique ivoirienne, mais aussi pour les Ivoiriens. Puisque l'une des choses qui a été constatée, c'est que depuis 2020, les décisions du Conseil constitutionnel sont largement contestées, voilà, par une catégorie de la population. Donc à ce titre-là, je note qu'elle est cruciale dans la décision qui est attendue. Et une des choses que j'ai appréciées dans le dossier de candidature, ce sont le nombre de participants. 60 participants, c'était, comme vous l'avez révélé, un record dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais pour démontrer une réalité, une vitalité non seulement démocratique, mais aussi une volonté des Ivoiriens de voir autre chose que ce qui a été servi. Ce qui a été servi, c'est quoi? C'est deux systèmes de fonctionnement. Un héritage, quand je parle d'héritage, je parle de la façon dont tous ceux qui ont participé à gérer les institutions de la République, telles que le Conseil constitutionnel, telles que la CEI, tous ceux qui ont participé à gérer le pays, ont laissé comme ancrage dans la conscience collective des Ivoiriens. Donc, à cet effet-là, il y a une manière de faire qui a suscité toujours des tensions, qui a amené à la contestation des décisions juridiques, puisque quand on parle du droit, c'est tout ce qui est ensemble de lois qui tend à s'imposer et pour modifier les rapports sociaux dans la société. Donc, c'est l'ensemble des lois qui font obligation. Mais l'une des choses qui est contestée, constatée au niveau des institutions telles que le Conseil constitutionnel, c'est que dans la fonctionnalité même de cet organe-là, les intervenants, la nomination d'un certain nombre de personnes, que ce soit ça vienne de la présidence ou de l'Assemblée nationale, tendent à mettre en évidence que les positions des acteurs auront une influence sur la décision finale. Donc, ce à quoi on va assister les jours à venir, c'est certainement une décision qui sera pas en faveur, je dirais en faveur de la cohésion sociale. En faveur de la cohésion sociale, puisque quand vous observez actuellement sur les réseaux sociaux, il y a un discours tendant dans la catégorie de tous ceux qui sont les radicaux. Quand je parle des radicaux, je fais allusion à Ouattara ou rien, Gbagbo ou rien, Tiam ou rien. Donc tous ceux-là qui sont dans la légitimation de leur candidat. Ça dit quoi? Le RHDP s'attend à ce que son candidat soit sur la liste définitive. Le PDCI s'attend à ce que son candidat soit sur la liste définitive. Et le PPACI s'attend à ce que sa décision soit son candidat soit sur la liste définitive. Donc, on va assister à deux confrontations de logique. Une logique qui va certainement apprécier les décisions du Conseil constitutionnel et une logique qui va rejeter cette décision-là, tendant à renforcer le climat de tension qui prévaut à l'occasion de cette élection. Très bien. Docteur Enima? Merci Ali. Le Conseil constitutionnel, à l'image de Prométhée, de la mythologie grecque, porte désormais le feu de la parole constitutionnelle. Elle aura 3 missions. La première, dire le droit. La seconde, c'est tenir à équidistance de toutes les pressions d'où qu'elles viennent. Et puis la troisième, rassurer les Ivoiriens. Et c'est en cela d'ailleurs que la semaine devient décisive. Sinon, dans une démocratie normale, dans un état de fonctionnement normal, le Conseil constitutionnel ne ferait que son travail. Donc ça ne devrait pas être une semaine décisive. Non, c'est décisif dans le sens où ça peut changer le destin de certains citoyens qui aspirent à diriger le pays, par exemple. Oui, je suis d'accord, mais notre contexte, nous le connaissons tous. Et surtout les contingences historiques dans lesquelles les différents conseils constitutionnels ont fonctionné. C'est aussi en cela que la semaine devient décisive.
Aujourd'hui, l'enjeu du débat est tel, et les oppositions sont si tranchées que lorsque tu prends position, on va directement t'étiqueter. Mais il s'agit de la vie de la nation, et nous devons nous prononcer là-dessus. Absolument. À défaut de dire la vérité, peut-être il faut être honnête. Les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens sont inquiets. Quelle est la valeur de la parole constitutionnelle quand des leaders politiques de renom ne sont pas inscrits sur la liste électorale? Par quelle gymnastique juridique? Et je me garde de m'immiscer dans le droit, je me prononce en tant que simple citoyen. Par quelle gymnastique juridique pourra-t-on demain valider leur candidature? Mais c'est cela qui fait peur. Et c'est en cela aussi que la semaine qui vient est décisive. Il faut, au-delà donc, de ce que le Conseil constitutionnel a à se prononcer, il faut que la République aille à l'encontre d'un certain nombre de candidats. Et aussi, il faut que ces candidats-là, avec leurs différents partis politiques, s'organisent aussi à rentrer dans la République. De sorte qu'au lendemain de la parole du Conseil constitutionnel, nous ne tombions pas comme si nous faisions un retour dans les années 2000, où autour de 19h-20h, le président de la Cour suprême d'alors, M. Tia Kone, devrait statuer sur les candidats retenus. Et il y avait une sorte d'atmosphère lourde qui planait sur tout le pays. Nous étions si jeunes, on nous avait même interdit de sortir dans les rues. Et on avait exclu à cette époque un certain nombre de candidats. Et la suite, nous connaissons. Et comment faire pour ne pas que nous retombions dans tout ce qui est déjà arrivé? C'est ce qui rend cette semaine à venir décisive. Très bien. Professeur Nobou? Ali, déjà, moi, je voudrais faire observer que le problème qui est posé est un problème de confiance entre une institution de la République et le peuple. Lorsqu'on parle de semaine décisive, parce que généralement, il s'agissait pour le Conseil constitutionnel dans d'autres démocraties ou dans la démocratie normale, et je pense que nous sommes dans une démocratie normale, de venir dire le droit à partir des éléments qu'il aura reçus. Mais la confiance entre le peuple et les institutions reste posée de sorte que je me souviens que le président Honoré Guié de la CEI, nommé par le général Guéhi Robert, a proclamé des résultats qui ne donnaient pas le général Guéhi Robert vainqueur. Du coup, lorsque nous avons quelqu'un qui a un poste de responsabilité comme ceux qui sont au Conseil constitutionnel, est-ce qu'ils vont suivre les décisions qui ont été déjà arrêtées de ne par exemple pas inscrire le président Gbagbo sur une liste électorale, de ne pas inscrire Tidi Antiam sur une liste électorale, de ne pas inscrire Blé Goudé, tous ces leaders qui ne sont pas sur la liste? Est-ce que le Conseil constitutionnel va accepter, j'allais dire, décider de suivre cette décision, ou est-ce que le Conseil constitutionnel va casser cette décision pour permettre à ces personnes d'être sur la liste et pouvoir aller à une élection, ou à cette élection-ci? C'est le débat qui est en cause et qui reste posé. C'est une juridiction. Est-ce qu'elle pourrait invalider? Et quel est le poids du Conseil constitutionnel, qui est notre juridiction suprême qui prend la décision? Est-ce qu'elle va suivre la même procédure et permettre cela et faire en sorte que les différents leaders qui ne sont pas sur la liste puissent y être? C'est la question qui reste posée, et c'est la question qui est en même temps la crise entre le peuple et les institutions de la République qu'il faut pouvoir régler. S'il n'y avait pas de crise... Pourquoi vous parlez de crise? Non, pas de crise en termes de... Je vais parler de crise de confiance. Mais même justement, cette crise de confiance-là, d'où vient-elle, selon vous? Mais c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Depuis que nous avons... la Côte d'Ivoire démocratique, depuis... 95? Non, 90 déjà. 90, il faut était encore là. C'est ça. Et les problèmes ont commencé à se poser. Et depuis toujours, on ne fait plus confiance à nos institutions lorsqu'elles se prononcent. C'est mon ami qui est le président de la République qui m'a nommé là, donc je vais faire mon travail. C'est ceci. Aujourd'hui, il faut que ces institutions juridiques se détachent du politique et prennent leur place de pouvoir. Parce que c'est
nous avons les différents pouvoirs. Il faut vous qu'ils dites, prennent... c'est très intéressant de faire ce débat-là. Quand vous dites il est temps que ces institutions se détachent du politique, ça veut dire subrepticement qu'elles sont liées au politique. Mais évidemment. Est-ce qu'on en a l'assurance? Évidemment. Vous avez suivi l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, M. Ali. Vous avez vu comment un juriste peut-il prononcer quelque chose et il donne une décision, il vient casser la même décision, c'est normal, il peut la casser. Mais les éléments qu'on prend pour casser une décision, c'est des éléments qui doivent être des éléments de preuve et des éléments importants. Vous voyez que quand on nomme quelqu'un, on dit, bon, ben, c'est le président qui est là, qui l'a nommé. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'Honoré Guier, pour dire qu'il ne faut pas d'emblée croire que le Conseil constitutionnel est pour le pouvoir. Il faut mais là, on est en train de dire une chose son contraire. On dit quand on est nommé par le président, on est inféodé à sa volonté. Là, vous prenez le cas d'Honoré Guier, vous dites... Je dis que cela est possible. Lui, il a fait prévaloir son droit d'ingratitude. C'est ce que vous dites. Comme le dirait Thévo Guiré, le droit d'ingratitude du nommé. Très bien. Vis-à-vis du nommant. Très bien. Docteur Nenebi? Il faut plutôt parler de devoir d'ingratitude. Devoir d'ingratitude. Tout à l'heure, l'un des co-débatteurs a essayé de parler des membres du Conseil constitutionnel, notamment leur mode de désignation. Et le professeur Nobou aussi l'a rappelé. Mais en réalité, il faut savoir que le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire n'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel est composé de deux catégories de membres. Les membres de droit, que sont les anciens présidents de la République, puis les membres nommés. Au titre des membres nommés, il y a le président qui est nommé par le président de la République. Ensuite, parmi les 6 conseillers restants, le président de la République en nomme 3, le président de l'Assemblée nationale en nomme 2, puis le président du Sénat en nomme 1. Cette même composition, elle est inspirée du modèle français. Et tout à l'heure, vous avez indiqué, cette expression, elle vient d'un ancien président du Conseil constitutionnel français qui a dit, après avoir été nommé par le président français, qu'il aura, à partir du jour de sa nomination, un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, finalement, lorsqu'en Afrique, il y a quelques suspicions sur le Conseil constitutionnel, c'est, de mon point de vue, le rapport au droit et le rapport à notre façon de voir les choses, notamment suite à des nominations. Et en ce qui concerne les arguments évoqués ça et là par certains partis politiques ou leaders politiques, on a suivi sur les réseaux sociaux par exemple, et tout à l'heure l'un des co-débatteurs l'a rappelé aussi, aujourd'hui certains leaders estiment que le Conseil constitutionnel devra seulement s'appuyer sur la Constitution pour désigner, pour trancher. Or, l'histoire de la Côte d'Ivoire, et le professeur Nobou l'a rappelé, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. À partir de quel moment la Côte d'Ivoire a commencé à jongler à la fois avec la Constitution et la loi? Il faut remonter jusqu'en 1990. Première élection multipartite. Au cours de cette élection, à 3 jours de la date limite du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle, c'est en ce moment-là qu'une loi a été votée pour ajouter des conditions supplémentaires aux conditionnalités pour être candidat à l'élection présidentielle. Au titre de ces conditions nouvelles qui avaient été indiquées, il y avait la caution de 20 millions à payer. Et toujours dans cette même loi, alors que l'article 5 de la Constitution de 1960 prévoyait que le droit de vote était réservé aux seuls nationaux, et alors que cet article 5 était encore en vigueur, la nouvelle loi votée à 3 jours précisait que pour les élections générales de 1990, les étrangers d'origine africaine voteraient. Donc, et à partir de là, on s'est rendu compte qu'en 1995, en 2000, en 2010 et en 2020, le Conseil constitutionnel a toujours, conformément à la Constitution, tranché le débat sur la base de la Constitution d'abord et sur la base de la loi. Pourquoi? Parce que la Constitution elle-même, au-delà des conditions précisées à l'article 55, la Constitution, en son article 101, fait un renvoi à la loi pour déterminer l'exercice des
libertés publiques. Or, le droit à l'éligibilité fait partie des libertés publiques. Il va sans dire que c'est en bonne logique juridique que le Conseil constitutionnel pourrait s'appuyer sur à la fois la Constitution et la loi électorale pour trancher. D'accord, très bien. Après avoir fait ce rappel concernant la constitution des sages qui constituent justement le Conseil constitutionnel, il y a une question qui revient. J'aimerais quand même que tout le monde se prononce là-dessus. Est-ce que on peut prouver que le Conseil constitutionnel, les membres qui sont désignés dans cet organe suprême, cette institution judiciaire suprême, sont forcément inféodés au pouvoir? Maître Guaméné? Non, elle n'est pas forcément inférieure au pouvoir. Comme, parce que c'est une certaine idée qui gagne du terrain. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Conseil constitutionnel a été copié sur le Conseil constitutionnel français. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, le président du Conseil constitutionnel français a affirmé le devoir d'ingratitude. Malheureusement, sous nos cieux, on a l'impression que les membres d'institutions présidentielles qui sont nommés ont plutôt le devoir de reconnaissance. Qu'est-ce qui fonde cette impression? On a l'impression qu'ils ont le devoir de reconnaissance parce que se croient obligés d'aller dans le sens de ceux qui les ont nommés. À regarder toutes les décisions qui ont été rendues au fur et à mesure, nous devons comprendre que le Conseil constitutionnel est une institution constitutionnelle. C'est une juridiction constitutionnelle qui est indépendante et impartiale. Les juges, les membres du Conseil constitutionnel sont à équidistance, devraient être à équidistance donc des partis politiques et des individus. Donc, il appartient aux membres du Conseil constitutionnel d'affirmer cette indépendance et cette impartialité en prenant toutes les responsabilités. On le dira tout à l'heure dans le débat, le Conseil constitutionnel, comme tout magistrat, comme tout juge, les juges du Conseil constitutionnel, sont aussi créateurs du droit. Et on verra tout à l'heure sur quoi doit se baser le Conseil constitutionnel pour rendre la décision des candidats éligibles. On y est déjà, hein, voilà. Vous pouvez... Donc, pour nous, le Conseil constitutionnel, donc, en tant que juridiction, peut également créer le droit. Le juge peut créer le droit. Les juges du Conseil constitutionnel peuvent créer le droit. Là où il s'agit de se prononcer sur l'éligibilité des candidats à la présidence de la République, on a la Constitution qui fixe certaines règles générales et on a le Code électoral qui fixe certaines règles, notamment l'inscription sur la liste électorale. Alors, pour nous, pour que le Conseil constitutionnel rende une décision souveraine, elle doit s'en tenir à ce que dit la Constitution en priorité. Et regarder si l'application du code électoral n'est pas viciée. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que le Conseil constitutionnel est aussi gardien des libertés fondamentales. Le Conseil constitutionnel s'assure également de la régularité des décisions des pouvoirs publics. Et quand nous parlons de pouvoir public, nous parlons de pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Si les décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics sont des décisions conformes à la Constitution. Quand on va aller plein dans le débat, on parle donc d'éligibilité de Tidiane Thiam et du président Laurent Gbagbo, qui ne serait pas sur la liste électorale. C'est cela. Et le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur l'éligibilité au regard donc du Conseil constitutionnel et au regard donc de la Constitution et du Code Constitution et du Code électoral. Qui dit que tout candidat à l'élection présidentielle doit être électeur. Mais pour moi, le Conseil constitutionnel, étant juge créateur donc du droit dans sa décision, peut passer outre l'absence d'inscription sur la liste électorale pour déclarer éligible un candidat. Et je m'explique. Allez-y. Juge du créateur du droit, il peut estimer, contrôleur donc, de pouvoir, des décisions de pouvoir public, il peut estimer premièrement que les décisions qui ont amené à la radiation de la liste électorale de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo ne sont pas des décisions fondées en droit. Concernant Laurent Gbagbo, on nous dit qu'il y a une décision de la justice qui l'a condamné pour braquage de la BCEAO. Bon, braquage de la BCEAO. Braquage de la BCEAO. Est-ce qu'un président de la République peut braquer de la BCEAO? On sait que le président de la République, à l'époque, a utilisé les moyens légaux pour faire fonctionner la BCEAO, pour faire fonctionner l'État de Côte d'Ivoire, et tous en ont profité. Parce que tous ont reçu les salaires. Sinon, tous seraient des receleurs. Alors, cette décision n'est pas une décision qui est fondée en droit. Ensuite, Tidiane Thiam, on dit qu'il a été retiré de la liste électorale. Mais jusqu'en mars, il était sur la liste électorale. Les réclamations devant la commission électorale ont été rejetées. La commission électorale estimait qu'il remplissait toutes les conditions pour être sur la liste électorale, donc pour être électeur. Et curieusement, par une décision d'un juge de droit commun, il est radié de la liste électorale sous prétexte qu'il ne serait pas ivoirien. Or, ce juge qui a rendu cette décision n'a pas la compétence pour se prononcer sur la question de la nationalité. Donc, pour nous, ce sont des décisions qui sont contraires à la loi, contraires à la Constitution. Et donc, le Conseil constitutionnel, qui est donc garant de la régularité des décisions du pouvoir public avec la Constitution,
devait pouvoir donc écarter cette décision et dire que ces personnes qui ont été exclues irrégulièrement de la liste électorale sont donc éligibles. Et pour nous, c'est une décision de souveraineté, c'est une décision de sagesse. C'est ce qu'on appelle les juges du Conseil constitutionnel des sages. D'accord, très bien, merci. Docteur Adielou. Merci, M. Djarasouba. Tout à l'heure, lorsque j'ai pris la parole, j'ai parlé de l'article 51. Il est ainsi libellé à l'alinéa 2 que les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Cette loi organique-là, c'est le Code électoral. Donc, c'est le Code électoral qui définit la qualité d'électeur, les conditions d'éligibilité en détail, etc., etc. Donc, ce Code électoral-là, qui est une loi organique, pour les lois organiques, avant la promulgation, le président de la République transmet la loi organique au Conseil constitutionnel. Ce qu'on appelle le contrôle par voie d'action. Donc, il y a un contrôle par voie d'action qui est effectué pour la vérification de la conformité de la loi organique conformément à la Constitution. C'est donc dit que le test que nous avons présentement a passé ce test de conformité-là, relativement à la Constitution. Cela pour battre un peu en brèche ceux qui estiment que le Code électoral serait contraire à la Constitution. Je ne l'ai pas dit, hein. Non, il ne parle pas de vous forcément. Non, voilà. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Ensuite, dans le Code électoral, on nous dit que l'article 5, pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Ce qui revient à dire que, puisque le juge constitutionnel s'appuiera sur la Constitution et le Code électoral, celui qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, bien évidemment, ne verrait pas son nom choisi par le Conseil constitutionnel. C'est donc à bon droit, conformément à la loi. Conformément à la loi, puisque le juge constitutionnel devra statuer en s'appuyant sur la Constitution et le Code électoral. Tout à l'heure, Dr Nenebi a fait un peu l'historique. Et puisque le Code électoral définit certaines conditions, dont certains candidats peut-être ne rempliraient pas, je doute comment est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait prendre une autre décision. Et dans mon propos introductif, j'avais dit que le Conseil constitutionnel était un organe indépendant et impartial. Il faudra en tenir compte. D'accord, très bien. Kamena Arturio. Non, je reviens à vous, ne vous inquiétez pas, on fait le tour, on revient à vous. À la question de savoir si les membres qui constituent le Conseil constitutionnel sont inféodés au pouvoir, moi, je vais juste m'attarder sur le mot des nominations. Regardez, par exemple, l'Assemblée nationale propose 3 personnes. Le président propose une personne. Deux personnes. Deux personnes. Le président du Sénat, une personne. Le Sénat, une personne. L'Assemblée nationale, 2 personnes. Et le président, 4 personnes. En réalité. Or, quand nous regardons la structure du fonctionnement actuellement de l'État, on constate que le parti au pouvoir, le RHDP, est majoritaire à l'Assemblée nationale. Le RHDP est majoritaire au Sénat. Le RHDP est majoritaire ou encore à la présidence, puisque c'est le président du parti du RHDP qui est au pouvoir. Donc, à partir de ce moment-là, une structure qui est composée de partisans, de personnes qui ont été proposées par des partisans du régime au pouvoir, donc on constate directement qu'il y aura une forme de reconnaissance envers ces différents acteurs-là. Et ce qui légitime cela, c'est la Constitution même qui a été modifiée en 2016. Quand vous remarquez les discours, les analyses, les pratiques, tout ce qui a été dit pour conforter la population selon l'impossibilité d'un 3e mandat du candidat du RHDP, qui les a animés, ce sont les tenants du parti au pouvoir qui avaient la position légitime en tant que des juristes, en tant que des ministres, pour donner l'assurance que c'était des tests qui pouvaient empêcher le candidat de pouvoir se présenter. Donc ce sont des tests, mais il y a les tests et à l'interprétation des tests qui se font souvent, et dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en fonction des enjeux. Ces enjeux qui ne sont pas forcément des enjeux d'ordre nationaux, mais des enjeux partisans.
C'est pourquoi, dans mon propos liminaire, j'ai souligné que le fait qu'il y ait 60 personnes qui déposent leur candidature traduit une volonté des Ivoiriens de voir un autre mode de gouvernance, de voir un autre mode de gestion qui puisse leur être proposé. Donc, c'est sur ce que je veux mettre. Très bien. Rénima? Ben, moi, peut-être que je vais changer de paradigme. Moi, je ne vois pas directement que nos responsables d'institutions sont directement inféodés au pouvoir ou alors s'alignent à jouer leur jeu. Souvent, moi, j'estime même qu'ils sont victimes. Parce que nous sommes dans une république dans laquelle l'exécutif est très fort, en général en Afrique. Et quand un certain nombre de problèmes complexes et souvent décidés à un certain niveau arrivent jusqu'au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel semble même ne pas avoir le choix de dire non. Parce que là, le Conseil constitutionnel doit se prononcer le 10. Mais il reçoit déjà des dossiers de candidatures sur lesquels un certain nombre de candidats ont été déjà exclus. Mais que le Conseil constitutionnel ne valide pas demain leur candidature, mais ce n'est pas de leur faute. On pourrait le dire. Même si il y a une ouverture juridique qui dit qu'ils peuvent créer le droit, mais ils peuvent aussi ne pas vouloir créer le droit. Je ne crois pas qu'ils sont peut-être contraints à créer le droit. Donc, par moments, ils sont victimes parce que l'exécutif est très fort dans nos États et il arrive que, quand, au niveau de l'exécutif, un certain nombre d'actes sont posés, le Conseil constitutionnel se trouve souvent dos au mur et est obligé de tenir compte de réalités qui s'imposent à elle. C'est un peu, moi, ma façon de voir. Professeur Nogbou? Je ne suis pas juriste, mais en observant, en faisant quelques recherches pour pouvoir parler de cette situation, je me suis rendu compte que le Conseil constitutionnel a la possibilité de casser une décision ou une disposition contraire à la Constitution. Du coup, cette censure-là intervient à un moment où ce Conseil peut annuler cette disposition. Et cette décision du Conseil constitutionnel s'impose au pouvoir public, comme cela est dit. Est-ce que vous avez des exemples pour illustrer ce développement? Justement, c'est la question de la liberté de notre justice et des institutions. Parce que là, quand le collègue Rénima dit que le Conseil constitutionnel est souvent victime, bon, moi j'allais faire ma tête comme Galilée pour dire, et pourtant, elle tourne. Ça dit qu'il faut pouvoir assumer ce pour lequel tu as été désigné, tu es mandaté par le peuple pour dire le droit. Et le Conseil constitutionnel, mais pourquoi présageons-nous que le Conseil constitutionnel ne pourrait pas casser les décisions qui ont été prises? Du coup, nous sommes en train de dire que le Conseil constitutionnel est soumis au pouvoir, à la justice qui a été déjà, la justice ivoirienne qui a condamné, où on s'est plaint de ce que le président Laurent Gbagbo était à La Haye, Charles Blé Goudé n'était pas chez lui lorsqu'on dépose ce document, et que, là où les gens disent qu'il y a eu une manipulation de la justice. Mais le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême en termes de justice chez nous, a la possibilité de casser. Et il ne faut pas croire que le Conseil constitutionnel est forcément une juridiction qui est au pas. Et moi, j'ose rêver que notre institution juridique puisse dire ce qu'il y a pour que nous puissions aller à la paix. Parce que il y a des gens qui ont eu le courage de dire, et pourtant elle tourne, et puis ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et le Conseil constitutionnel peut le dire, comme Honoré Gué l'a dit, et on a parlé de devoir d'ingratitude. Pas qu'on soit ingrat, mais il faut dire ce qui est bon pour la situation actuelle. Voilà ce que je voulais dire. Docteur Nenebi? Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit le professeur, en fait, le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction de cassation. Elle est une juridiction constitutionnelle. La juridiction de cassation, c'est surtout au niveau judiciaire, au niveau administratif. J'ai précisé conformément à ce qui est contraire à la Constitution. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait, mais c'est pour préciser ce que vous dites. Voilà. Parce que ce que vous avez indiqué peut laisser une certaine confusion en fait, dans l'esprit des gens qui nous suivent. En réalité, vous aviez voulu parler du contrôle de constitutionnalité certainement des lois, ou encore le fait pour le Conseil constitutionnel, comme il l'a si bien fait ce Conseil, sous le magistère du président Francis Vaudier, le Conseil constitutionnel en est arrivé à annuler une élection et à ordonner la reprise de cette élection
au niveau législatif. Donc, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a déjà pu revenir sur des décisions, a déjà infirmé, une décision rendue par la CEI, par exemple, et le Conseil a ordonné la reprise, par exemple, d'une élection. Et c'est au-delà du Conseil constitutionnel, ça a été aussi le cas pour le Conseil d'État qu'il a déjà fait. Mais ceci dit, s'agissant de la question de est-ce que les membres du Conseil sont inféodés, encore une fois, de mon point de vue, ça dépend du rapport que chacun de nous a vis-à-vis de la personne qui le nomme. Est-ce que nous sommes en train de, pour ceux qui pensent que les membres du Conseil sont inféodés, est-ce qu'à dire qu'aujourd'hui, si nous qui sommes là aujourd'hui, si vous êtes nommé par exemple par M. X, président de la République, membre du Conseil constitutionnel, est-ce que vous vous sentirez lié par ces décisions en sachant que la Constitution vous donne les garanties de votre indépendance? De mon point de vue, à partir du moment où les textes offrent ces garanties d'indépendance, il appartient à chacun, à chaque membre de ce Conseil-là, de s'approprier ces éléments d'indépendance et de travailler à le construire. Et le maître Guaméné, tout à l'heure, a parlé de la possibilité pour le Conseil de pouvoir créer une sorte de jurisprudence. C'est possible, mais en même temps, ça pourrait être compliqué. Pourquoi? Alors, dans la situation des leaders politiques qu'on a évoqués tout à l'heure, n'oublions pas aussi que ces leaders ont saisi la Cour africaine, ils ont aussi saisi le Comité des droits de l'homme. Et s'agissant de l'un de ces leaders, la Cour africaine a déjà rendu une décision sur le fond. Et dans cette décision, la Cour a indiqué que les griefs qu'il avait soulevés n'étaient pas constitutifs d'une violation par l'État de Côte d'Ivoire. Et qui plus est, après cette décision, le Conseil du président Gbagbo, puisque c'est de sa situation que je parle, a saisi le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Je me pose une question naïve en droit. La Cour africaine, qui rend une décision obligatoire face au Comité des droits de l'homme, qui ne rend que des recommandations, si d'aventure le Comité des droits de l'homme en arrivait à faire droit à la demande du président Gbagbo, on se retrouverait dans une situation où on a en face une décision à caractère obligatoire rendue par la Cour africaine et une autre qui n'est même pas une décision, mais qui est une recommandation. Donc, pour moi, il faut aussi qu'à un moment donné, les uns et les autres comprennent qu'il y a des situations qui, de mon point de vue, doivent pouvoir être réglées politiquement. Parce que, de mon point de vue, si on reste sur le strict plan du droit, lorsqu'on observe dans la Constitution qui est là, les différentes conditionnalités couplées avec le code électoral qui doivent être rassasiées, qui doivent être réunies pour qu'une personne soit déclarée éligible, si on s'en tient à ces conditions, je ne serais personnellement pas surpris, en ce qui me concerne, que dans 3 jours, les candidatures de certains leaders puissent être valablement rejetées en bonne logique juridique. Très bien. Maître Guaméné. Maître Dr Néné a évoqué tout à l'heure la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et les résolutions du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais préciser qu'il s'agit là d'institutions qui ont été créées par des traités. Et le Conseil constitutionnel, en tant que garant de la régularité, de la constitutionnalité des lois et des traités, peut prendre des décisions au-delà de ces décisions qui ont été prises par les institutions. Le Conseil a ce pouvoir. J'ai parlé de juges créateurs du droit. Et je n'ai pas dit que le Conseil constitutionnel devrait exclure l'application du code électoral dans l'appréciation de l'éligibilité des candidats. J'ai dit que le juge constitutionnel peut créer des droits en cette matière. Il peut créer une règle de droit en décidant tout simplement que tous les candidats qui ont été abusivement retirés de la liste électorale
peuvent être déclarés éligibles s'ils remplissent toutes les conditions. Le faisant, il crée le droit. Et désormais, c'est une jurisprudence et on peut s'en tenir. Et l'avantage de ça, c'est que désormais, des candidats qui sont présidents sortants ne pourraient plus exclure, sinon radier de la liste électorale, des candidats sérieux qui sont des adversaires qui pourraient les emmener à perdre les élections. Pour moi, c'est cette possibilité de droit et le Conseil constitutionnel a cette possibilité. En plus, je dis que le Conseil constitutionnel, je l'ai dit tout à l'heure, est l'émanation de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on rend ces décisions sur la base de ce que le peuple de Côte d'Ivoire aspire. Le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui aspire à la paix. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire aujourd'hui à des élections transparentes. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire aujourd'hui à des élections inclusives. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire aujourd'hui à des élections paisibles. Donc le Conseil constitutionnel a tout le pouvoir, a tout le droit de créer le droit dans cette matière en rendant cette décision-là qui désormais va dissuader les uns des autres de radier des candidats sérieux de la liste électorale. Et nous sommes tous d'accord que ces personnes-là ont été abusivement radiées de la liste électorale. C'est ce que je voulais dire. Et je vous remercie. Merci. Docteur Adjelou. Oui, moi j'ai ici la décision numéro 2020 du président Laurent Gbagbo. La décision numéro 2020 EP 009 1409 Conseil constitutionnel SG du 14 septembre 2020. Il est écrit que Laurent, considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Laurent Gbagbo n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral, qui subordonne la validité de la candidature à la présidence de la République à la possession préalable de la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Ça, c'est la décision 2020. de 2020 du juge constitutionnel. D'un point de vue juridique, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux dans l'évolution du dossier du président Laurent Gbagbo. Puisque l'éminent maître parle de revirement jurisprudentiel. Ah non, c'est maintenant que j'allais parler de ça, en fait. Voilà. Je pense voilà, que c'est maintenant que j'allais parler de ça. Le professeur qui avait fait cas d'éléments jurisprudentiels. Je veux dire que dans ce cas d'espèce, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux qui peut amener à un revirement de jurisprudence. C'est vrai que, en fonction de l'évolution, les juges à un certain moment peuvent estimer, bien évidemment en droit, ça existe, qu'il y a eu des éléments d'appréciation qui ont manqué par le passé. Ça arrive. Mais dans le cas d'espèce, je ne pense pas, puisque tout à l'heure on l'a évoqué, les conseils du candidat ayant saisi la Cour africaine des droits de l'homme, qui a rendu une décision dans le fond, on ne verrait pas d'un strict point de vue juridique comment est-ce que le Conseil constitutionnel pourrait aller dans ce sens-là. Voilà. Très bien. Docteur Kamena. Bon, pour essayer de comprendre la logique dans laquelle le docteur Adjelou se situe, je note que la décision du Conseil constitutionnel, en me basant sur celle de 2010, pour revenir en me basant sur celle de 2010, non, je dis de 2010, Paul Yaoundri qui avait légitimé, qui avait validé la victoire de Laurent Gbagbo. Et une fois l'ordre des choses ayant changé, parce qu'il a dit que le Conseil constitutionnel peut estimer, les membres du Conseil peuvent estimer qu'à un moment donné, ils puissent apprécier. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en compte. Dans la configuration actuelle, comme je l'ai dit dans mon propos précédent, le RHDP a la domination sur l'ensemble des institutions. Quand je parle de domination, pas que le RHDP écrase les autres, mais c'est dans sa capacité à imposer sa volonté dans les prises de décisions au niveau étatique. Donc, à partir du moment où sa représentation est forte, non seulement dans les différents secteurs régionaux, de la législature, de la mairie, tout cela. Donc, il arrive à imposer sa volonté. Donc, à partir de ce moment, dans ce cas-là, il paraît vraiment inopportun que les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam et même de Chabé Goudé puissent avoir un écho favorable. Il paraît vraiment inopportun. Mais en se référant à d'autres enjeux, à d'autres zones d'incertitude, puisque en 2010, ce n'est pas le même contexte, mais on note qu'il y a une forme de
d'un appel à l'extérieur, à partir de la mobilisation de Thabo Mbeki pour inscrire le candidat du RHDP, du RDS sur la liste électorale, je suis conscient que la situation actuelle préoccupe un certain nombre d'acteurs, même au-delà de la Côte d'Ivoire. Au regard de la position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans son leadership au niveau national, au niveau sous-régional. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai la ferme conviction qu'il pourrait avoir une opportunité, à partir du président de la République même, de prendre une décision pour pouvoir désactiver tout ce qui est tension. Parce que, je l'ai dit, si la décision est donnée et qu'elle n'est pas favorable à ces acteurs, il n'y aura pas l'élection va se faire de façon... Elle sera marquée par une forme de résistance. De résistance. Parce que M. Laurent Gbagbo, qui dit dans sa représentation de soi que lui, est-ce qu'en griffe, on le connaît, il s'appelle Laurent Gbagbo. Ça veut dire qu'il fera tout pour que justice soit faite en sa faveur. Il emploie actuellement les moyens légaux. Il emploiera les moyens légaux comme on l'a toujours connu. Mais ces moyens légaux-là peuvent mobiliser d'autres soutiens. D'autres soutiens qui puissent changer le rapport de force. C'est ce que je suis en train de dire. Donc si les conditions changent en termes d'influence, il peut y avoir une décision favorable à ces acteurs-là. Très bien. Docteur Enima. Moi, je reviens toujours sur ce que j'ai dit. En 2000, les décisions de la Cour suprême, à cette époque, nous ont conduit à une crise. En 2010, les décisions du Conseil constitutionnel nous ont conduit à une crise post-électorale. Nous sommes en 2020 et l'atmosphère... En 2025, je m'en excuse, et l'atmosphère ressemble étrangement à ce que nous avons déjà vécu. Il y a la prospective, la capacité d'anticipation. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous lisons tout ce qui est dit. Nous avons passé une semaine marquée par la disparition du jeune Ziggy et qui a, je ne dirais pas ébranlé la nation, mais qui a mis en branle un certain nombre de commentaires et d'activistes sur les réseaux sociaux. Et on le pressent. Quand le 10 septembre prochain, la parole du Conseil constitutionnel ne sera pas rassembleur. Comment on peut déterminer qu'une parole d'un Conseil constitutionnel ne rassemble pas? Moi, mon problème va même au-delà du Conseil constitutionnel. C'est pour ça que j'ai dit que sa mission sera de dire le droit, de se tenir à équidistance. Oui. Se tenir à équidistance veut aussi dire se tenir loin de la pression du pouvoir, mais naturellement aussi se tenir loin de la pression des partis politiques. Et à partir de ce moment-là, le problème va au-delà même du Conseil constitutionnel. C'est pour ça que j'ai appelé la République tout entière à prendre à bras le corps le problème de la Côte d'Ivoire, parce que c'est notre pays et nous savons tous, nous n'allons pas jouer la politique de l'autruche. Et il faut donc s'organiser de sorte qu'au-delà de la parole du Conseil constitutionnel, l'exécutif en lui-même prenne à bras le corps le problème de l'avenir proche de la Côte d'Ivoire avant ces élections. C'est là mon problème. D'accord. Maître Gouamené? Oui, tout à l'heure, je reviens à vous. Docteur Adjelou a parlé de la décision numéro 2020 en ce qui concerne donc Laurent Gbagbo pour l'éligibilité de 2020. Bon, heureusement que lui-même, il a compris qu'il existe en droit et en jurisprudence ce qu'on appelle les revirements jurisprudentiels. Alors, les revirements jurisprudentiels, ça intervient pour remettre en cause des décisions qui, pendant longtemps, ont eu force de loi, ont fait force de foi. Et donc, nous espérions, en tant que juristes, en tant qu'Ivoiriens qui aspirons à la paix, à la tranquillité, nous espérons que le Conseil constitutionnel puisse créer un revirement jurisprudentiel en créant une règle de droit. Et cette règle de droit que le Conseil constitutionnel doit créer, j'insiste et je reviens là-dessus, le Conseil constitutionnel peut dire désormais, tout candidat abusivement exclu ou bien radié de la liste électorale peut être déclaré éligible, ce qui remplit toutes les conditions. Et ce serait une décision fondée en droit, fondée en équité. Et le Conseil constitutionnel ne doit violer aucun test. Voilà, c'est ce que je dis. Et ils doivent le faire. Et on aspire tous à ça. Et ça va se faire. Professeur Nogbou?
Oui, je voulais toujours revenir sur ma posture. J'ai dit que le Conseil constitutionnel a la possibilité de ne pas suivre les décisions qui ont été dites jusqu'à présent pour nous mettre à l'aise afin que nous puissions y aller. Premier élément. Le deuxième élément, je le disais la dernière fois, qu'il faut dire le droit de façon, je n'avais pas dit universelle, mais de façon correcte, voilà. Vous voyez, là nous sommes en train de parler de la Cour africaine. La Cour africaine avait demandé qu'on réintègre il y a quelques années ou quelques mois l'ancien Guillaume Soro. On a dit que la Cour africaine, ces décisions ne s'imposent pas à nous. Aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo a été débouté par la Cour africaine. On dit non, la Cour africaine l'a débouté, donc on ne verrait pas pourquoi est-ce qu'une décision du Conseil de sécurité, en ce qui concerne le comité des droits, puisse s'imposer à nous. En même temps, on a eu recours à ces institutions-là. Il faut que nous soyons quand même dans une dynamique de ce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et pour la paix, on peut faire beaucoup de choses. Il est vrai. Quelqu'un a dit une fois que si nous tordons le cou au droit pour pouvoir permettre la paix, après ça va exploser. Mais non, les lois sont faites pour nous. C'est nous qui faisons nos lois pour nous, pour que nous puissions bien nous porter. Donc, au regard de tout ce que nous disons, au regard de ce que le collègue Rignima vient de dire, l'atmosphère préélectorale est la fille de l'atmosphère post-électorale. D'accord. Docteur Adjelou. Bon, moi je pense que nous faisons une fixation sur un certain nombre de candidats, alors que nous sommes tenus d'analyser, le Conseil constitutionnel doit analyser 60 candidatures. Non, en réalité, non, s'il vous plaît, on ne va pas s'interrompre, s'il vous plaît. Il doit analyser 60 candidatures. Or, nous savons qu'il y a plusieurs conditions d'éligibilité. Nous avons déjà analysé sur ce plateau les dossiers qui ont été déposés par certains candidats, des candidatures incomplètes, le reçu de cautionnement qui ne figurait pas, des candidats dont l'âge, qui n'avaient pas l'âge de 35 ans. Il y avait les parrainages, certains candidats qui n'avaient pas obtenu les parrainages. Donc je pense que le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur l'ensemble des candidatures en tenant compte des articles 54 et 55 les articles 53 et 54 qui listent un certain nombre d'éléments à respecter avant de voir sa candidature être validée par le Conseil constitutionnel. Ce qui risque de nous amener pratiquement autour de, je ne suis pas de 20, mais peut-être autour de 5 ou 6 peut-être candidatures vraiment retenues, puisqu'on a déjà fait le débat ici. On a vu que plusieurs candidatures ne respectaient pas les conditions, que ce soit de forme ou même de fond, puisque certains éléments essentiels pour l'analyse d'un dossier de candidature n'y figuraient pas. Je veux aussi dire que on dit que l'obéissance à la loi que l'on souhaite prescrite est liberté. Donc, il nous appartient d'avoir confiance aux institutions qui incarnent la vie de la République. L'exemple de foi, c'est au Sénégal. Au Sénégal, où le Conseil constitutionnel dit le droit, qu'on soit d'un camp ou de l'autre, le Conseil constitutionnel dit le droit. Et tout le monde est d'accord avec ces décisions-là. Je pense que quand on s'inscrit dans cette logique-là, logiquement, on ne devrait pas avoir peur des décisions rendues par nos institutions, parce que c'est nous qui devons avoir confiance en nos institutions pour que nos institutions aient cette force-là. Très bien. Docteur Nenebi. Oui, moi je voudrais parler du cadre juridique de 2010 qui avait été évoqué tout à l'heure et qui a été comparé à celle de 2025. En faisant cette analyse entre les deux, je pense qu'il est bon de tenir compte du fait que le cadre juridique de 2010 contenait un élément nouveau dans un contexte exceptionnel. Il y avait eu des accords politiques de paix entre les différents acteurs politiques, au nombre de décisions qu'ils ont eux-mêmes prises. Ils avaient confié une mission à l'ONU, la question de la certification des élections. Donc, en comparant 2010 à 2025, peut-être qu'il faut prendre en compte cette donnée-là. S'il n'y avait pas cette certification, je pense que le Conseil constitutionnel ne serait certainement pas revenu sur sa décision.
Et le professeur Nobou a raison de dire effectivement que pour la paix, peut-être qu'il faut des décisions. Et pour la paix, peut-être, encore, ça serait certainement une décision politique. Parce que le but ultime du droit, c'est sa fonction irénogène. Et sa fonction irénogène, c'est la fonction de pacification. Mais en même temps, est-ce que pour autant, il faut piétiner le droit, peu importe celui qui va en bénéficier ou pas, parce que là, on fait la fixation, il a dit tout à l'heure, si quelques personnes, mais il y a des jeunes hommes, il y a des gens qui ont moins de 25 ans, qui ont moins de 35 ans, qui ont déposé leur candidature. Et ça dit qu'il faudra donc valider l'entièreté des candidatures qui ne remplissent pas les conditions, au mépris du principe de l'égalité, parce que si on décide de faire d'avantager certains candidats au détriment d'autres qui ne remplissent pas aussi les conditions, on serait nous-mêmes aussi, en tout cas le Conseil constitutionnel serait en train de piétiner un des principes sacro-saints qui est mentionné à l'article 4 de la Constitution, notamment la question de l'égalité. Donc, de mon point de vue, encore une fois, si le Conseil constitutionnel rend une décision, il est évident, comme hier, comme depuis 1960, que sa décision ne fera pas l'unanimité. Parce qu'aujourd'hui, quand on suit les débats sur les réseaux sociaux, chacun a déjà sa décision sur la base des critères ou de sa compréhension du moins des différentes conditions fixées. Alors que dans une république, dans un état de droit, seul le Conseil constitutionnel, en tout cas en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, a cette possibilité-là. Et peut-être qu'il faut qu'on apprenne à avoir aussi confiance dans nos institutions. Et il faut aussi que nos institutions elles-mêmes travaillent à inspirer confiance. Très bien, merci beaucoup. On va marquer une courte pause, messieurs, et nous retrouver juste après pour poursuivre ce débat. Le service de gestion des données géoscientifiques de la SODEMI existe depuis 1962. Grâce au travail des femmes et des hommes de la SODEMI et grâce à un matériel de pointe. Chaque année, plus de 160 compagnies dans le domaine minier sollicitent ce service. SODEMI, plus de 60 ans au cœur du développement minier de la Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour, des mises à chaque instant. Et OneX FreeBet, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne, 100% fiable. Encore une panne? Bientôt la visite technique, pas de stress. Confiez votre véhicule aux experts.s dans vos stations Petro-Ivoire. Faites la révision et l'entretien préventif pour maintenir un bon état de fonctionnement de votre véhicule. Faites vérifier vos pneus et vos freins pour rouler en toute sécurité. Réparez votre climatisation auto et faites le diagnostic électronique et mécanique en un claquement de doigts. Confiez la préparation de votre visite technique et achetez tous vos accessoires de véhicule chez votre expert. Pas de stress. Il y a .s. Petro-Ivoire, faisant route ensemble. Y'a Ferrage encore. Tu veux recharger ton bac de télépéage? Tu ne sais pas comment faire? Tu as besoin d'assistance routière, mais tu ne sais pas qui contacter. No stress. Le fonds d'entretien routier, FAIR, a mis tout en place pour nous. Oui, tu as bien entendu. Un centre d'appel disponible 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 pour nous aider dans toute situation. Appelle vite au 1305 et tu auras des réponses à toutes tes demandes. C'est ça ma belle efficacité. FAIR Côte d'Ivoire. Notre ambition, votre confort routier. Grande promo Warcola dénommée D4 ton doigt haut. Tente ta chance du 15 juillet au 30 septembre 2025. Achète ta bouteille en verre consigné 50 centilitres ou 30 centilitres de World Cola dans ton point de vente, des capsules et gagne des bouteilles, des casquettes, des t-shirts, des motos et même des voitures. Attention! Ta bouteille gratuite est à récupérer directement dans ton point de consommation. Les pots de retrait des gains et le règlement du jeu sont disponibles sur le site internet de Solibra et sur la page Facebook de World Cola. Jeu interdit aux moins de 18 ans, jouez avec modération. Gardez le contrôle. Qualité. Solibra.
Créée en 1983, la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire a 3 missions principales. Le stock des hydrocarbures pour les besoins nationaux, le stock pour les opérateurs privés et la livraison de produits aux distributeurs agréés. Pour y arriver, Gestoci a étendu sa toile en s'installant en plus d'Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké. Des prestations qui valent à l'entreprise des distinctions telles que le prix national d'excellence de la meilleure entreprise du pétrole en 2021 ou encore la notation Good suite à l'inspection du GIG. Depuis juillet 2022, Gestoci est la première entreprise pétrolière ivoirienne titulaire de la triple certification QSE. Gestoci, 40 ans d'assurance énergie, leader du stockage. d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Pétro-Ivoire, faisant route ensemble. De retour sur le plateau de NCI 360 pour aborder ce deuxième et dernier sujet de l'émission de ce soir. On va s'intéresser, messieurs, maintenant à ces 3 décrets signés du président de la République qui consacrent l'organisation dans la pratique des différentes étapes qui nous mènent à l'élection présidentielle. La campagne pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 se déroulera sur une période de 14 jours à partir du vendredi 10 octobre prochain. C'est une annonce qui a été faite à travers un décret signé le 30 juillet dernier. Un autre fixe à 11 835 le nombre de bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national et 71 autres à l'extérieur. Je vous propose de faire le point dans ce sujet de Salif Yalekwe et on en parle juste après. La prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue le 25 octobre prochain. Les lignes bougent quant aux préparatifs de ce scrutin important, notamment avec des textes signés le 30 juillet dernier, diffusés récemment, portant sur la période de campagne. La durée de la campagne électorale en vue de l'élection du président de la République le 25 octobre 2025 est de 14 jours. La campagne électorale sera ouverte le vendredi 10 octobre 2025 à 0h et close le jeudi 23 octobre 2025 à minuit. Par ailleurs, 11 906 lieux de vote vont accueillir les électeurs pour l'accomplissement de leur acte civique, précise un autre décret. Pour l'élection du président de la République en 2025, il est créé conformément à la liste figurant en annexe du présent décret 11 906 lieux de vote, soit 11 835 lieux de vote en Côte d'Ivoire et 71 lieux de vote à l'étranger, 25 678 bureaux de vote, soit 25 370 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et 308 bureaux de vote à l'étranger. Article 2. La commission électorale indépendante peut, en cas de nécessité, déplacer un ou plusieurs lieux de vote. Le Conseil constitutionnel ivoirien a publié le vendredi 29 août dernier la liste provisoire des 60 candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025 et devrait se prononcer dans les jours à venir sur les candidats retenus définitivement pour cette présidentielle. Monsieur, on est lancé. Mercredi, on attend donc la liste définitive des candidats. On en a suffisamment parlé dans la première partie de cette émission. D'un côté, il y en a qui estiment que le Conseil va dire le droit en s'appuyant évidemment sur la Constitution et le Code électoral. De l'autre, il y en a qui estiment que le Conseil peut créer le droit. En disant le droit. En disant le droit, absolument. Les positions ont été données. On vous a bien compris. À présent, on va analyser la suite du processus. Passé donc cette proclamation des candidatures définitives, il y a d'autres étapes, comme on vient de le voir dans le sujet qui vient de passer. Comment vous analysez ces futures étapes à venir? On commence avec vous, Maître Goméné? D'accord. Allez-y. Non, la première observation, c'est déjà la date de prise de ces décrets, 30 juillet, et qui sont publiés maintenant. Pourquoi ce décalage? Est-ce que ça laissait préjuger qu'on pourrait trouver... Je ne sais pas s'ils sont publiés maintenant, mais bon, nous, on en parle... Nous, on a eu connaissance, c'est maintenant que c'est publié. Est-ce que ça laissait présager qu'on espérait ou bien on attendait des accords politiques qui n'ont pas eu lieu? Mais ce qu'on retient de la publication des décrets, c'est qu'aujourd'hui, le chronogramme électoral est définitivement fixé. C'est cela. Ce qui pense à laisser qu'il n'y a plus de place pour le dialogue politique tant sollicité par l'opposition. Pour moi, c'est une manière de dire qu'on a fermé la porte, il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus de négociation possible
Et c'est ce qui est dommage pour moi, parce qu'une fois que ces décrets sont publiés, une fois que le mouvement est lancé, il n'y a plus d'accord possible. Et c'est regrettable. Mais dans tous les cas, nous irons tous aux élections et on espère que ces élections pourront nous apporter la paix et la tranquillité ici en Côte d'Ivoire. Vivement. Docteur Nenebi? Alors, la prise de ce décret s'inscrit dans la droite ligne d'un jeu classique en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, où après la publication du nom des candidats définitifs à l'élection présidentielle, la phase de la campagne électorale est fixée et la loi électorale donne compétence au président de la République de pouvoir prendre ces différentes initiatives-là. Et on l'a vu tout à l'heure, il s'agit notamment de 3 décrets. Le premier qui porte fixation de la durée de la campagne électorale à 14 jours, du 10 au 24 octobre. Il va sans dire aussi que les différents candidats qui seront retenus prennent connaissance des obligations qui pèsent sur eux, en ce qui concerne la période de la campagne électorale. La période de la campagne électorale, qui est fixée de 10 au 24, suppose que c'est seulement à ce moment précis, qu'il faut commencer les campagnes, et de 2, il y a des horaires fixés précisément, de 0 à minuit, il me semble que c'est de 8h à 18h chaque jour, durant 14 jours. Il va aussi sans dire qu'en dehors de la période de 8h à 18h, on ne pourrait pas faire campagne après 18h et non avant, et de même avant 8h. Il faut aussi noter que pendant cette période, tout candidat et son équipe ne doivent pas faire usage des biens publics, qu'il s'agisse des véhicules de fonction, qu'il s'agisse des bâtiments publics. C'est l'occupation de l'usage de ces biens publics sont en principe strictement interdits. Et on espère que les différents candidats vont respecter ces exigences-là. Au-delà, le président prend également un décret de convocation du collège électoral. C'est aussi une de ses fonctions classiques en matière électorale. Donc le président convoque naturellement les Ivoiriens à se rendre aux urnes le 25 octobre de 8h à 18h. Il va sans dire aussi que les électeurs doivent bien s'attendre à ce que les bureaux de vote fassent leur ouverture à 8h et les fermetures à 18h. C'est aussi le lieu d'espérer que les organisateurs, notamment la commission électorale indépendante, feront en sorte que les ouvertures tardives et les fermetures tardives ne puissent pas avoir lieu, ne puissent pas se faire constater au jour du 25 octobre. Très bien. Docteur Adjelou? Dans la droite ligne de ce que vient de dire docteur, effectivement, on a les 3 décrets. Il y a un décret qui porte convocation du collège électoral, il l'a déjà dit. Ensuite, la durée de la campagne. Et puis, il y a un autre décret qui porte réquisition des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés, en qualité d'agents, des agents électoraux. Ce que nous pouvons dire, c'est que cela rentre dans les prérogatives du président de la République, conformément au code électoral. Quand nous prenons, par exemple, l'article 20 du code électoral, il est dit que le président sur proposition du président de la commission électorale indépendante, le président de la République signe en Conseil des ministres un décret pour convoquer le collège électoral. Le collège électoral, c'est l'ensemble des citoyens qui sont inscrits sur la liste électorale à l'effet de les convoquer pour participer au vote le 25 octobre. Sur la durée de la campagne électorale, c'est l'article 28 du Code électoral. Conformément à cet article-là, sur proposition du président de la commission électorale indépendante, le président de la République prend en Conseil des ministres un décret. Et sur la réquisition, je pense que c'est l'article 35, le dernier alinéa, qui permet au président de la République, du Code électoral, bien sûr, qui permet au président de la République de réquisitionner les fonctionnaires pour aider au processus de vote. Il est
aussi intéressant de noter que durant la campagne, selon le code électoral, les candidats ne doivent pas user des biens publics, des véhicules administratifs, il a assez bien mentionné, mais également, ils ne devraient pas avoir de bureau de vote dans les domiciles publics. Parce que dans les décrets qui sont signés, le président de la commission électorale indépendante a la possibilité de créer des bureaux en cas de nécessité. Mais les édifices publics, les lieux de culte, les édifices publics et les domiciles ne doivent pas servir de bureau de vote. On a aussi la composition des différents bureaux. On sait que par chaque bureau de vote, dans chaque bureau de vote, il y a un maximum de 600 électeurs par bureau. C'est ce qui est prévu. On a aussi 11 835 bureaux en Côte d'Ivoire. Ça demande une grande logistique. Il va falloir que la commission électorale ait vraiment du monde pour pouvoir déployer tout ce matériel-là. Il faut savoir que ces différents décrets sont proposés par le ministre de l'Intérieur, ce qui rentre dans ses prérogatives, puisque les opérations de vote devront être sécurisées par le ministère de l'Intérieur. Il y a aussi des bureaux qui sont créés aussi à l'étranger pour permettre aux citoyens ivoiriens qui sont présents à l'étranger de pouvoir exercer leur droit de vote. D'accord. Docteur Kamenan? Oui, je note que le président de la République remplit les fonctions qui lui sont accordées en prenant toutes les dispositions pour que l'activité électorale, la campagne électorale se fasse selon les dispositions constitutionnelles. Et à cet effet-là, en 2020, je vais faire juste un comparatif, on avait sur la liste électorale près de 6 millions de personnes inscrites. Aujourd'hui, nous avons 8 millions de personnes inscrites. Et quand vous regardez la dynamique au niveau de 2020, il y avait, quand on fait le point, 3 millions de personnes qui sont allées effectivement voter. Et parmi ces 3 millions de personnes-là, il y avait 2 candidats pour finir. Le candidat Alassane Ouattara et le candidat Kakabe dit Kwaku Konan Bertin. Kwadjo Konan Bertin, dit Kakabe. Kwadjo Konan Bertin. Dit Kakabe. OK. Donc, on note que c'est moins de 3 millions de personnes qui ont donné leur suffrage aux candidats élus pour gérer près de 25, plus de 29 millions de personnes. Donc, c'est un élément à prendre en compte dans cette campagne. Et c'est un appel pour se positionner, puisque les décisions qui seront prises à partir du 10 vont donner 2 possibilités aux Ivoiriens. 2 possibilités en termes de soit reconduire les pratiques que nous avons observées et qui ont participé à créer des tensions avant les élections, puisque quand vous remarquez la façon dont les pratiques ont été menées, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve à un carrefour. Ces élections de 2025 là se retrouvent, sont les élections des bilans. Des bilans, pour moi, ce sont des bilans de grands partis politiques, puisque quand vous référez un peu depuis 2010, le RHDP, qui est au pouvoir actuellement, a partagé le bilan du régime LMP. Quand on revient au RHDP, le PDCI a également partagé en partie le bilan du RHDP, puisque le PDCI, qui a donné son suffrage au RDR pour accéder au pouvoir et s'est détaché de cette coalition en 2018, partage le bilan du RHDP. Donc aujourd'hui, il y a un bilan qui est fait, un bilan de gestion qui a été fait par les 3 régimes. Et ces 3 régimes ont pratiqué à peu près ont eu les mêmes modes de fonctionnement. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils ont décrié un certain nombre de pratiques. Et lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ces mêmes régimes ont démultiplié les pratiques qu'ils s'évertuaient à dénoncer quand ils étaient dans l'opposition. Et à cette élection donne l'opportunité aux Ivoiriens, soit de faire confiance en reconduisant l'ordre social établi, l'ordre politique qui est marqué par le fait de voter en mobilisant l'appartenance ethnique, le fait de voter en mobilisant l'appartenance régionale, le fait de voter en mobilisant l'appartenance religieuse, ou bien de mettre en évidence le fait de voter sur la base de notre citoyenneté. C'est-à-dire quoi? J'ai apprécié l'une des observations que l'un de vos chroniqueurs a fait sur la télé d'ici, pour juste rappeler ce fait-là.
Elle avait été arrêtée dans le cas d'une infraction à la route et elle a demandé aux policiers est-ce que je peux voir la caméra qui me dit que je suis pas en règle. Et le policier lui a demandé mais dans quel pays vous vous trouvez? Juste pour mettre en évidence qu'en tant que citoyen, c'était de son droit, et c'est de son droit de réclamer un certain nombre de faits. Mais dans la conscience collective, le statut de citoyen n'est pas mis en avant dans les rapports. Or, cette élection donne l'opportunité aux Ivoiriens de redéfinir les choses. Si ces 8 millions de personnes ne participent pas aux élections et que 2 millions participent, ce sont ces 2 millions qui vont légitimer le résultat qui sera donné à la fin du processus et qui va permettre soit de faire confiance aux institutions ou de délégitimer les institutions de sorte à toujours créer des situations conflictuelles à l'occasion des élections. Très bien. Docteur Enima? Oui, nous avons tous pris connaissance des différents décrets qui ont été pris par le président de la République. Les juristes les ont commentés. Ces décrets s'inscrivent effectivement dans les prérogatives du président de la République. C'est dire définitivement que nous sommes sur le chemin ou sur la droite ligne pour les élections présidentielles. Et c'est de bonne guerre. L'État n'est pas en crise. Donc, ce sont ses fonctions en temps normal. C'est vrai que nous évoquions tout à l'heure des tensions en l'air et tout, mais nous voudrions bien faire confiance au gouvernement. Ils ont le devoir d'assurer notre sécurité, notre quiétude. La situation sociopolitique évoluant, ils sauront apprécier les choses et prendront certainement les décisions qui peuvent et qui doivent obligatoirement concourir au bien-être de chaque citoyen. Ce que je pourrais ajouter pour ces élections, j'ai vu un nombre record de candidatures féminines. Ça m'a plu. C'est vrai, il y a 8 candidatures qui ont été enregistrées pour les femmes, ce qui fait un taux d'environ 13,3%. C'est encore bas, mais c'est bon à prendre parce que c'est historique. Et je voudrais encourager la gente féminine, nos mamans, nos frères, nos sœurs plutôt, à s'intéresser à la chose politique. Ces derniers temps, mes études, de façon particulière, s'intéressent à la place et à la parole de la femme dans le jeu politique ivoirien. Et ça m'a réconforté de voir 8 candidatures féminines enregistrées. Et tout ce qu'on peut souhaiter à la Côte d'Ivoire, c'est que ces élections se déroulent dans la quiétude, parce que les Ivoiriens en ont besoin. Nous sommes fatigués des différentes crises et nous osons espérer que les autorités prendront à bras le corps le cri de cœur des Ivoiriens pour que ces élections soient paisibles et qu'au soir de la proclamation, en tout cas des résultats, ce soit plutôt festif, au lieu peut-être qu'il y ait encore des affrontements inutiles. C'est ce que je pourrais dire. D'accord. Professeur Nogou. Ali, je voudrais à mon tour dire que les décrets qui sont pris par le président de la République sont une forme de sensibilisation, de mobilisation des acteurs, de tous les différents acteurs qui doivent participer à cette élection-là. Et prenant ce décret, c'est pour permettre la mise en œuvre, la mise en route de la situation électorale dans laquelle nous nous trouvons. Ici, il y a le nombre de bureaux de vote qui est désigné. Nous avons 23 578, le nombre de votants, le nombre de lieux de vote et les lieux des bureaux de vote. Là où les lieux... et puis, il est indiqué, on vous indique, allez-y à tel endroit pour voir où les bureaux de vote seront. Ceci est fait de façon claire. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est la situation où l'article qui dit que la CEI a la possibilité ou le droit de déplacer les bureaux de vote en cas de nécessité. Et l'article n'est pas précis pour moi, parce qu'en cas de nécessité, on ne liste pas, par exemple, les possibilités et nécessités, de sorte que
beaucoup de choses peuvent s'engouffrer. Il faut avoir confiance. J'ai une confiance en la CEI, c'est possible. Mais lorsqu'on dit qu'elle peut déplacer les bureaux de vote sans lister, par exemple, pour dire, quand on dit est déclaré admis, tout candidat au bac respectant tel nombre, les critères sont énumérés. Là, on dit en cas de nécessité et on ne précise pas. Docteur Adjelou disait tout à l'heure qu'il ne faudrait pas qu'on retrouve des bureaux de vote dans une cour. Mais on te dira que les bureaux de vote sont dans cette cour par nécessité. Or, les nécessités ne sont pas énumérées. Pour moi, il faut souvent que la loi soit précise pour qu'on puisse éviter certaines choses. Voilà un peu ce que je voulais dire. On va essayer de se rapprocher de la CEI pour voir effectivement si cela est prévu dans des textes et si oui, les vulgariser au maximum. Docteur Nenebi. Je voudrais réagir sur la date de l'élection présidentielle et dire qu'il y a, au regard de la Constitution, la possibilité que cette date ne soit pas définitivement retenue. La Constitution pose deux situations qui pourraient impacter et qui pourraient justifier le report de l'élection présidentielle. Je ne souhaite pas que ces situations arrivent, mais il est bon de pouvoir les rappeler. Quand on prend l'article 57, alinéa 1 de la Constitution, il est libellé que si, avant le premier tour, l'un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l'élection présidentielle sur saisine de la Commission électorale indépendante. Il s'agit ici d'un pouvoir discrétionnaire. Le Conseil constitutionnel apprécie ici et il décide. On ne lui fait pas d'injonction. Et l'alinéa 2 précise qu'au niveau, en cas de décès ou d'empêchement de l'un des candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le président de la commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel qui décide dans les 72 heures à compter de la saisine du report de l'élection de l'ensemble des opérations électorales. Ici, en revanche, le Conseil constitutionnel a une compétence liée. Elle est tenue ici de prendre la décision de reporter. Il est important que je puisse préciser cela. Et en dehors de ces deux cas prévus par la Constitution, le Code électoral également en prévoit un troisième en cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, de catastrophes naturelles qui rendraient impossible le déroulement normal de l'élection. La Commission saisit immédiatement, la CEI donc saisira immédiatement le Conseil constitutionnel et le Conseil décide dans les 24 heures d'arrêter ou de poursuivre ou de suspendre la proclamation des résultats. Donc c'est dire que, certes ce sont des dates données, mais au cas où ces situations advenaient, ces dates-là pourraient se voir être modifiées. Alors, vous l'avez dit, le président de la République a convoqué le collège électoral, donc tous les acteurs, notamment les électeurs. Est-ce que vous avez un mot à dire sur le taux de participation dans une analyse prospective? Est-ce que le taux de participation, pour vous, sera un enjeu capital, crucial à la faveur de cette élection présidentielle? Est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sortiront massivement voter ou vous pensez que ce sera timide, docteur Adjelou? Bon, je pense que votre question est la bienvenue puisque j'avais voulu réagir sur le fait que le vote n'était pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Voilà, le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. On convoque le collège électoral, mais il appartiendra à celui qui veut d'aller exercer son droit de vote ou ne pas le faire. Donc, si nous avons 8 millions inscrits sur la liste électorale et que 2 millions sortaient pour aller voter, mais le candidat qui serait arrivé en tête serait élu président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Ça ne met pas en cause sa légitimité. Bien sûr. Ça ne met pas en cause sa légitimité, ni la légalité, puisqu'il est élu conformément à la loi. J'ai une remarque sur le code électoral. Je constate que depuis 2001, depuis la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001, jusqu'à ce jour, nous avons eu 8 modifications du code électoral. Je pense que c'est énorme. Cela aussi prouve que
nous sommes toujours dans les petits arrangements entre partis politiques, etc., ou entre organisations de la société civile. Il est temps que la Côte d'Ivoire sorte de ce schéma de petits arrangements pour que nous ayons vraiment un test qui pourra régir l'organisation de nos élections sur le long terme. Voilà. Je voudrais aussi parler il avait parlé de l'imprévisibilité, c'est ça? La nécessité de déplacer les bureaux. Oui, la nécessité de déplacer les bureaux de vote. Oui. D'un strict point de vue juridique, ce serait vraiment en cas d'événements imprévisibles. Imprévisibles, en ce moment, on pourrait les déplacer, mais comme la loi même interdit de déplacer dans une cour ou dans un lieu public ou dans un lieu même tenu par un parti politique, mais ça sera, ils trouveront un endroit où voilà, créer ces bureaux de vote, voilà, puisque la loi interdit de créer ces bureaux de vote-là dans un certain nombre d'endroits indiqués par la loi. Voilà. Très bien. Maître Guaméné? Oui, la question c'est de savoir si le taux de participation a une influence sur les élections, c'est bien ça? Non, pas une influence. La question c'est de savoir est-ce qu'il y aura un engouement des Ivoiriens pour cette élection? Il faut qu'il y ait un engouement. Il faut qu'il y ait un engouement et cet engouement doit précéder les élections au travers de l'inscription sur la liste électorale. C'est pourquoi on a toujours encouragé les Ivoiriens à s'inscrire sur les listes électorales. C'est vrai, pour une population de 30 millions d'habitants, nous sommes à 8 millions d'inscrits. Ce n'est pas encore le taux qu'on recherche, mais il faut encourager les inscriptions. Il faut multiplier les possibilités d'inscription. C'est pour cela que beaucoup, à juste titre, ont revendiqué une inscription sur la liste électorale pour 2025, ce qui n'a pas été le cas, en tout cas avant les élections d'octobre. Pour nous, le taux de participation peut également entacher la légitimité de celui qui est élu. Parce que la légitimité en droit, c'est ce qui est équitable, ce qui est juste. Est-ce que c'est juste qu'un président qui doit gouverner 30 millions d'habitants soit élu par 2 millions de personnes? Donc pour moi, pour une vraie légitimité, il faut encourager une grande participation des Ivoiriens. Docteur Kameno? Oui, moi, le taux de participation sera fonction de ce qui va se passer le 10. Je m'explique. Si, par exemple, le 10, ou bien avant le 10, je m'inscris dans la perspective du président qui assure, dit que les élections vont se faire de façon apaisée, alors que nous savons que si les candidats déclarés, tels que je fais allusion aux 4 candidats qui ne sont pas sur la liste, bon, j'ai fait... Charles Blé Goudé n'a pas déposé, j'ai fait allusion à... Soro n'a pas candidat. Aux 2 du Front commun. Si ces 2 personnalités ont une décision favorable, le taux sera élevé. Il y aura un engouement. S'ils ont une décision favorable, il y aura un engouement. Pourquoi je le dis? Quand vous remarquez le comportement des Ivoiriens dans leur mode de fonctionnement, les Ivoiriens ont l'art de l'humour. Ils ont l'art de dédramatiser tout ce qui pourrait générer ou déclencher des conflits. Si vous remarquez bien, en 2010, je prends toujours mon point de référence de 2010 parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Je n'ai pas le temps de donner assez d'éléments, il y a beaucoup de similitudes. En 2010, des groupes d'amis battaient campagne les uns pour les autres de différents candidats, alors qu'ils étaient dans des appartenances associatives. Un groupe pourrait battre campagne soit pour LMP et l'autre pour les candidats du RDR et du PDC. Et c'était des amis. Jusqu'à ce que la situation dégénère et que ça crée un traumatisme au sein de la population. Et ce qui a fait que, si vous remarquez bien, le taux de participation, c'est défrité au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai signifié, près de 3 millions de personnes qui ont participé à la dernière élection. Et les 2 millions se sont ajoutés quand un certain nombre de partis politiques se sont repositionnés. Donc cela montre que au niveau, il y a un engouement qui est là, mais l'engouement sera fonction des décisions des institutions. Et surtout, la décision attendue, c'est la décision du président de la République. D'accord. Par une loi, certainement, qui va favoriser la participation de tous et que cela puisse concourir à manifester ce qui doit être. Très bien. Docteur Néné?
Sur ce point, je souscris aux observations de Dr Kamenan. Il est clair que l'engouement dépendra de la liste définitive des candidats retenus. Il me paraît évident que les candidats dont les dossiers seraient rejetés, leurs militants n'iront pas certainement voter. En dehors de cela, M. Guamene a indiqué, s'est interrogé, est-ce qu'il est juste que sur 30 millions d'habitants, on ait 2 millions de personnes qui aillent voter? À partir du moment là, ça pose la justice du droit et notre justice à nous-mêmes. Votre justice, la mienne, n'est pas celle du droit. À partir du moment où, comme il a rappelé tout à l'heure, dans notre pays, voter n'est pas une obligation comme en Belgique, peut-être qu'il serait bien qu'à l'avenir, on fasse en sorte que le vote devienne non pas un simple droit, mais une obligation, et cela permettra de certainement mieux apprécier cette idée que vous avez évoquée en termes interrogatifs. Parce que si la loi elle-même nous dit déjà que le vote n'est pas obligatoire, il va sans dire que si le candidat qui gagne les élections est le seul à aller voter même, et qu'il se vote lui seul, et que tous les 29 millions les autres Ivoiriens s'abstiennent de voter, s'il est élu, de mon point de vue, il serait légitime au regard du droit ivoirien lui-même. C'est non seulement légitime, mais aussi légal. D'accord, très bien. Professeur Nogbou? Ali, je voudrais observer que en 2020, on avait 6 millions d'inscrits et puis on avait eu environ 3 millions qui sont allés au vote. Mais cela était dû au fait qu'il y avait un boycott qui était annoncé. Et non seulement il y avait un boycott, il y avait des agressions partout, ça et là, donc il n'y avait aucune sérénité. Vous devez partir de chez vous pour aller dans un bureau de vote où vous allez rencontrer quelqu'un sur le chemin, un kidam qui peut vous agresser. Mais pourquoi vous allez aller voter? Ça pose d'ailleurs la question de l'obligation du vote. S'il y a obligation, sanction à la suite, et que je suis empêché d'aller voter pour une raison ou pour une autre que je ne peux pas justifier, je serai sanctionné inutilement. C'est pour, je pense, entre autres raisons, voilà des choses qui font que cette obligation-là, il faut revoir d'une autre façon. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le président Laurent Gbagbo a dit que cette année, on ne va pas boycotter, nous irons aux élections. Il a dit, nous l'avons tous entendu. Donc je crois que la majorité, il y a un bon nombre de personnes qui ne votent pratiquement plus depuis 2010, lorsque le président Gbagbo a été arrêté puis mis en prison, qui sont revenus, qui se sont réinscrits ou bien qui ont contrôlé les actifs et puis se sont réinscrits, tout comme des jeunes gens aussi qui se sont réinscrits, qui sont inscrits maintenant. Du coup, normalement, on devrait avoir un taux raisonnable si on n'appelle pas encore au boycott et si on n'effraie pas les votants lors de ces élections-là. Mais la peur ne viendrait pas forcément de l'opposition, mais ça peut venir de tous les camps, tout comme du pouvoir, tout comme de l'opposition. Il faut rassurer les gens avec tout ce que nous voyons ces temps-ci, comment aller à un bureau de vote sereinement quand mon collègue Renima sait ma position et qui n'est pas d'accord avec moi et qui sait que je vais aller voter, il sait, je rigole avec lui, c'est pas sérieux, mais il peut se barrer, se mettre quelque part et puis m'empêcher d'aller voter. Alors quand j'ai vu ça, je n'irai plus jamais, enfin pas plus jamais, mais je ne vais pas continuer à aller voter. Il y a tous ces éléments, donc la sécurité qu'il faut prendre en compte quand on a vu le déploiement que nous avons fait pour l'indépendance. J'espère que cette sécurité-là pourra aider à sécuriser les votes et puis bon, on va aller au mieux. Docteur Renima? Moi, je pense qu'il est un peu tôt de conjecturer sur le taux de participation pour ces élections. Mais déjà, je pense que le taux pourrait être un peu plus élevé. Certes, cela va dépendre des différentes postures des candidats qui sont déjà éliminés, parce que ce sont des poids lourds, on ne va pas se le cacher. Mais il y a les différentes stratégies qu'ils finiront par adopter si définitivement leurs candidatures ne sont pas retenues. Il y a certains autres candidats de l'opposition qui sont en liste.
notamment Bion. Nous l'avons reçu ici lors de l'émission dernière. Il y a Madame Simone et Yves Babo qui est aussi en ligne. Il y a d'autres candidats dont les candidatures pourraient être retenues. Maintenant, est-ce qu'il y aura un appel des candidats, même les poids lourds qui ne sont pas sur la liste électorale, à mobiliser pour voter pour ces candidats? Il y a le député Assalé, maire Assalé aussi qui est en liste. Est-ce qu'il y aura un appel pour que leurs électeurs partent vers ces différents candidats? Mais cela pourrait naturellement faire grimper le taux. Et puis, je voudrais, c'est désolant qu'en Côte d'Ivoire, les décisions de vote dépendent beaucoup de nos appartenances politiques. C'est un droit, qu'on appartienne à un parti politique ou pas, le citoyen a le droit d'aller exprimer, exercer son droit de vote. Et c'est pour ça que moi, j'invite particulièrement tous les citoyens, tous les Ivoiriens, à prendre d'assaut les différents bureaux de vote et aller exprimer leur droit de vote. Et à l'État de garantir, comme le professeur Nobou était en train de le dire, la sécurité des citoyens. Et que les moments de vote soient des moments festifs. Quand on se lève matin, ben écoute, je vais exprimer mon droit de vote, je reviens et puis la vie continue. Donc moi, je voudrais même appeler aux citoyens d'aller voter massivement. Et j'en appelle aux autorités d'assurer la sécurité des citoyens lors de ces différents moments de vote. Très bien, dans quelques instants, on va attribuer les cartons de la semaine. Docteur Adjelou, vous voulez ajouter quelque chose? Rapidement, hein, je crois que c'est Maître Guaméné qui a parlé de 30 millions de personnes. Oui, est-ce que si 2 millions votaient sur 30 millions, est-ce que c'était légitime? Est-ce que ça ne va pas entacher la liste? Oui, mais moi je pense que poser comme ça, ce n'est pas dans le bon sens. Parce que 30 millions de personnes, nous avons des jeunes qui ont moins de 18 ans, donc qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Or, ceux-là représentent pratiquement 35% de la population. 35% de la population. Donc, si on les exclut déjà des 30 millions, avec les personnes condamnées, les faillis, tout ça... S'il vous plaît. Non, voilà. Juste, il dit exclu. S'il vous plaît. Oui. Les personnes faillies, les personnes condamnées, qui sont privées de leurs droits civils et politiques. Donc, si on fait un calcul, logiquement, sur la liste électorale, on devait être autour de 11 millions, 12 millions. Donc là, nous sommes à 8 millions. Conformément aux normes, c'est vraiment un nombre acceptable. Voilà, les 8 millions. Je voudrais aussi parler rapidement de la fonction régulatrice du droit. Le droit est un phénomène social normatif puisque c'est le droit qui permet de réguler la société. Donc nous espérons que ce droit-là permet de réguler notre société et que nous ayons une société en paix. Vivement. Oui, Maître Guaméné, il me semble que vous voulez faire une précision. Oui, en fait, sur la question de la participation, j'ai dit que un président de la République élu par 2 millions d'Ivoiriens pourrait poser problème sur sa légitimité. Et ça, quand on regarde... S'il vous plaît. Quand on regarde même au code électoral, l'article 51, alinéa 2, qui parle des parrainages, ils exigent non seulement 1% de l'électorat local, dans au moins 50% des districts autonomes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une participation nationale, non seulement parrainage, encore plus pour l'élection du président de la République. Je n'ai pas dit que ce n'est pas légitime, ce n'est pas légal, je n'ai pas dit qu'il faut obliger les gens à voter, mais j'ai dit qu'il faut encourager les inscriptions sur les listes électorales en multipliant les possibilités de s'inscrire. D'accord. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et attribuer les cartons de la semaine. Le service de gestion des données géoscientifiques de la SODEMI existe depuis 1962. Grâce au travail des femmes et des hommes de la SODEMI et grâce à un matériel de pointe. Chaque année, plus de 160 compagnies dans le domaine minier sollicitent ce service. SODEMI, plus de 60 ans au cœur du développement minier de la Côte d'Ivoire.
Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le Quadranosaure qui mange à table avec Bavois. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour, des mises à chaque instant, des 1x Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec 1xBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne, 100% fiable. Le bonheur d'une nouvelle vie qui débute. Heureusement que j'ai cotisé pour mon congé maternité. La joie d'une autre vie qui commence. Heureusement, j'ai cotisé pour ma pension de retraite. L'assurance d'être protégé contre les risques de la vie professionnelle. Heureusement que j'ai cotisé contre le risque de capacité. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Avec Momo, les nouvelles sont bonnes. Vos frais de retrait sont à 0% pour tout retrait validé à partir de l'appli Momo. La totalité des frais prélevés sont remboursés en 48 heures. Télécharge ton appli Momo sur le store de ton choix et profite d'opérations 100% gratuites. Momo, c'est simple, rapide et sécurisé. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Encore des épisodes déjà vus. Bon. Moi, je n'ai personne. Moi, j'ai tapé mon amour, tu prends. Les rediffusions, c'est bien, mais il faut qu'ils reviennent. Déjà vu cet épisode aussi. Mais c'est quand la nouvelle saison? La télé d'ici débarque chez vous. Rendez-vous le 8 septembre sur NCI à 18h30. d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. On se retrouve pour le point final de cette émission à travers les cartons de la semaine. On commence avec vous, professeur Negou. Carton vert pour qui? Et pourquoi? Carton vert pour Blé Goudé et le COGEP, qui ont fait une grande mobilisation à Yamoussoukro, de sorte qu'aujourd'hui, si on observe, sur 5, si on a un trio de... non, pas un trio, un nombre de 5 partis politiques, le COGEP pourrait faire partie de ces 5 partis. Donc, le féliciter pour leur rassemblement. Très bien. Le deuxième carton vert, c'est pour la ministre Marietou. La ministre Marietou Koné, ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation. Tout à fait. J'ai observé qu'elle a fait un retour des travaux de nos collègues du primaire et du secondaire pour la révision de leurs conditions. Et cela reste maintenant à l'État de pouvoir décider et prendre le retour. Le fait qu'elle ait fait le retour de ses travaux, je voudrais lui donner un carton vert et continuer en lui demandant d'aller plus loin pour que les décisions soient prises en la faveur de nos collègues. Merci. Très bien. Docteur Regnima? J'ai un carton rouge. Pour qui? Et pourquoi? Pour le ministère public. Pourquoi? Pour l'arrestation brutale du jeune Ziggy. Et la manière dont il a été arrêté. Et l'absence d'information ou de communication officielle sur la situation. Un carton jaune envers la jeunesse ivoirienne. Pour ceux qui manquent encore de responsabilité sur les réseaux sociaux. C'est le lieu de la libre expression, mais il y a une hygiène numérique. Il faut savoir dire les choses. La courtoisie, le respect. Pas d'injures, pas de vidéos qui mettent qui mettent en crise, en mal,
l'équilibre et la cohésion nationale. D'accord. Merci beaucoup. Ah, vous avez un dernier, Un dernier, ce sera le carton vert adressé au maire de Sayoua. Moi, je viens de Sayoua et Dr Loko Ibrahim est le maire de Sayoua. Il a fait passer le budget de la mairie de Sayoua de 21 millions aujourd'hui à plus de 80 millions. Et il est en train de travailler. C'est vrai que Sayoua est tellement resté en retard qu'on voit que cela n'avance pas vite. Mais pour les informations que nous avons, nous invitons le conseil régional à l'appuyer et surtout à bitumer aussi quelques rues à Sayoua. C'est pas fini. À désirer... vous abusez, vous avez droit à 3 cartons. À 3 cartons. 3 cartons. D'accord. Donc... merci beaucoup. La prochaine fois, certainement. La prochaine fois, je vais je veux renforcer votre carton vert parce que M. Ibrahim Loko a été mon professeur à l'INPHB. Ah, d'accord. Donc, toute mon admiration pour ce qu'il réalise à Sayoua. Merci. Docteur Kamenan? Oui, carton rouge au discours de rappel des situations catastrophiques qui sont passées en 2010. Dans ces derniers temps, on remarque qu'il y a des vidéos d'atrocités des deux camps. C'est comme s'il y a un discours qui tend à vraiment réactiver tout ce qui a blessé et a fracturé à l'occasion des élections de 2010. Deuxième carton. Deuxième carton, c'est pour la ministre, carton vert, la ministre Efrazi Yaou pour le roman Eki ou le secret de la réussite. J'avoue que moi, personnellement, je suis rattaché à tout ce qui est développement personnel, leadership. Et c'est un livre qui met l'accent sur une catégorie d'âge, les enfants, à partir de 14 ans, pour se découvrir et comprendre un peu les dynamiques sociales afin de pouvoir se réinventer et trouver leur position dans la société. Donc, carton vert à la ministre Efrazi Yaou pour Très bien. Vous avez terminé, merci beaucoup. Docteur Adjelou? Mon premier carton va au ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, notamment la ministre Miss Belmondo-Dogo, pour l'excellent travail abattu cette année au service de la cohésion sociale. Et en cette période électorale, elle mobilise ses équipes pour être encore sur le terrain afin de préserver et afin de renforcer la cohésion sociale. Très bien. Mon deuxième carton vert va à l'endroit d'un jeune frère du village de Boudépé, Herman Hachi. Qu'est-ce qu'il a de particulier, lui? Qui a organisé un tournoi de football afin de rassembler les jeunes. Et la finale de ce tournoi-là se fera le samedi prochain à Boudépé. D'accord. Merci beaucoup. Et puis un carton. Allez-y, allez-y. Mon carton rouge va à l'endroit de tous ces pseudo-intellectuels qui sont très condescendants sur les réseaux sociaux. Certains se reconnaîtront. S'ils n'ont pas la courtoisie, qu'ils ne viennent plus commenter nos posts. Ils sont assis à Paris, ils ne font rien. Ce sont eux qui passent leur temps à insulter, à être très condescendants sous les posts des gens. Carton rouge à ceux-ci. D'accord. Merci, docteur Adjelou. Maître Gouamené? Alors, carton vert à deux dames, Madame Naomi Tondé Ziggy et Madame Nadiani Bamba, épouse Babo, pour leurs actions en faveur de jeunes Ibrahim Ziggy. Voyez-vous, ces dames ont fait preuve de courage, de détermination en se rendant à la DST, une police qui a beaucoup crainte et qui n'est pas visitable, mais elles ont réussi à y aller, à dénoncer. Et aujourd'hui, je pense que leurs actions ont contribué à mettre fin à la détention, à la détention, à la séquestration de ce jeune Ziggy. Très bien. Donc je les encourage pour ça. Merci beaucoup. Carton rouge à toutes ces personnes qui se réclament être des personnalités publiques qui ont encouragé la séquestration et la torture du jeune Ziggy en se réjouissant sur les plateaux télé. La torture? Enfin, oui, bien sûr, il a été enlevé. Non, sur un plateau de télévision. Maître, sur un plateau de télévision. Carton rouge, je vais me répondre. Carton rouge à toutes ces personnes-là qui ont encouragé par leurs propos l'enlèvement et la séquestration du jeune Ziggy Ibrahim. Parce qu'il a été arrêté et détenu en dehors de toutes les règles du procédure pénale. Et donc, pour nous, c'est de l'enlèvement et de la séquestration. Carton rouge à ces personnes-là. Très bien. Merci beaucoup, maître. On termine avec vous, docteur Hassan Nebi. Je voudrais décerner ce carton vert à toutes les associations de jeunesse de toutes les villes de Côte d'Ivoire qui prennent des initiatives en multipliant des actions de sensibilisation pour les élections apaisées. Je pense notamment à l'association Jeunesse Consciente de Yamoussoukro qui multiplie des séries d'actions
de sensibilisation pour des élections apaisées dans la ville de Yamoussoukro quand on sait ce que Yamoussoukro a été en 2020. Et je veux dire félicitations à tous ces jeunes-là et avec à leur tête leur président, M. Dako Joël. Je décerne ce carton jaune aux autorités locales qui restent silencieuses face aux sollicitations de ces jeunes pour organiser ces espaces d'échange, alors que ces mairies et ces conseils régionaux détiennent dans leur budget une part réservée au financement des activités de jeunesse. Je veux les encourager à se souvenir de ces jeunes-là quand ces jeunes-là prennent des initiatives pour anticiper les élections violentes. Merci beaucoup, carton vert à vous. Merci d'être venu faire le débat ce soir. Regnima Wande, professeur Nobu, docteur Kamena Arthur Yoboué, maître Guamene, docteur Adjelou, docteur Arsène Nedebi. Merci, carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne. Petro-Ivoire, faisant route ensemble.